Dis donc, toi qui es passionné de course à pied, Ouais. tu as remarqué comme les records tombent ces derniers temps. Ah, ça oui, On dirait que les coureurs ont découvert. un niveau caché dans un jeu vidéo, avec des bonus de vitesse incroyables. Ah oui, c'est indéniable. On assiste à une période incroyable Oui. dans l'histoire de la course à pied. C'est fou. Ouais. On enchaîne les performances exceptionnelles, Hmm, incroyables les unes après les autres. exactement. Regarde, Jacobin Brixen. Ouais. Il a explosé le record du Milan-Salle. Ouais. Et dans la même course, Incroyable. il bat son propre record du 1500 mètres d'Ensa. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et que dire de Grant Fisher? Ah oui, Grant Fisher. Record du monde sur 3000 et 5000 mètres en salle. Incroyable. On a l'impression qu'il vole ça. Et n'oublions pas Jacob Kiplimo, Kiplimo. qui pulvérise le record du semi-marathon, parcourant plus de 21 km en moins de 57 minutes au mètre. C'est possible. Il vise maintenant le marathon de Londres. Et certains se demandent s'il ne sera pas le premier à passer sous la barre mythique des 2 heures. Mais comment expliquer cette avalanche de records? Est-ce que les athlètes d'aujourd'hui sont simplement surhumains? Ok. C'est la question Et voilà. qu'on se pose. Y a-t-il d'autres facteurs en jeu? C'est une excellente question et la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais. Ce n'est pas juste une question de talent ou d'entraînement acharné. D'accord. Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour créer ces performances incroyables. Cette image du puzzle. Ouais, On va essayer de reconstituer ce puzzle ensemble. Alors, carrément. en analysant les différentes pièces qui contribuent à ces records. Exactement. Par où est-ce qu'on commence? Commençons par un élément qui a beaucoup fait parler de lui. Les chaussures. Tu as sûrement entendu parler des super chaussures. Ah oui, les fameuses chaussures magiques. J'ai lu des articles à ce sujet. Ouais. Mais j'avoue que je ne comprends pas tout à fait ce qui les rend si spéciales. Elles ont l'air de faire une énorme différence. Oui. Mais concrètement, comment ça marche? En fait, ces chaussures, avec leurs plaques en fibre de carbone et leur mousse Peba, Ouais, fonctionnent un peu comme des mini-tremplins intégrés. des mini-tremplins oviques. Voilà. C'est une image qui parle. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment si révolutionnaire? Ah. Alors, Quel est l'impact réel sur la performance? des études ont montré que ces chaussures peuvent augmenter l'efficacité de la foulée de 2 à 4%. Ah ouais, quand même. Ça peut paraître peu, mais au niveau élite, Ouais. chaque seconde compte. Ouais, c'est sûr. Imagine sur un marathon, ce gain d'efficacité peut se traduire par plusieurs minutes de gagné. Ah ouais. De plus, elles permettent aux athlètes de s'entraîner plus dur et de récupérer plus vite, Oui. ce qui contribue aussi à l'amélioration des performances. Donc les performances s'améliorent parce que les chaussures permettent de s'entraîner plus dur. Exactement. Mais du coup, est-ce que cela ne rend pas les anciens records éliviques moins légitimes, en quelque sorte, non? On compare un peu des pommes et des oranges, non? C'est un débat qui fait rage dans le monde de la course à pied. Ouais. Certains considèrent que les records établis avec ces nouvelles chaussures ne sont pas comparables aux anciens records. Ouais, je comprends. Difficile de trancher pour le moment, mais ce qui est sûr, Ouais, c'est que la technologie a changé la donne. d'accord. Donc, les chaussures sont une pièce importante du puzzle, Oui. mais qu'en est-il du terrain de jeu lui-même? Est-ce que les pistes d'athlétisme ont aussi évolué? Absolument. Les pistes modernes ne ressemblent en rien aux anciennes pistes en cendre ou en caoutchouc. On utilise aujourd'hui des matériaux qui maximisent le retour d'énergie. Un peu comme si les coureurs évoluaient sur un sol légèrement rebondissant. Ah ouais. J'avais entendu parler de ces nouvelles surfaces. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour les coureurs? Ces pistes permettent aux athlètes de dépenser moins d'énergie à chaque foulée. Et donc de maintenir une vitesse plus élevée plus longtemps. D'accord. C'est particulièrement vrai pour les pistes indoor, Oui. où l'on voit apparaître des virages inclinés Ah oui. qui aident les coureurs à conserver leur vitesse dans les courbes. Donc on a les chaussures, Ouais. la surface de la piste. On commence à avoir une bonne idée des facteurs qui contribuent à ces performances incroyables. Exactement. Y a-t-il d'autres éléments technologiques qui jouent un rôle? Oui, il y a un autre élément fascinant, la technologie Wavelight. Imagine un système de lumière LED Ouais. qui se déplace le long de la piste au rythme du record du monde. Ouais. Ces lumières servent de guide visuel aux coureurs.
leur permettant de savoir exactement où ils doivent se situer à chaque instant pour battre le record. C'est comme un lièvre virtuel, un passé parfait qui ne se fatigue jamais. Exactement. C'est vraiment ingénieux. Ouais. Mais on parle beaucoup de technologie. Mhm. Qu'en est-il de l'entraînement? Est-ce que les athlètes d'aujourd'hui s'entraînent différemment? Bien sûr. L'entraînement a connu une véritable révolution ces dernières années. On est passé d'une approche basée sur le simple volume d'entraînement à une approche beaucoup plus scientifique D'accord. et personnalisée. C'est-à-dire, peux-tu nous donner quelques exemples concrets? Aujourd'hui, les athlètes utilisent une multitude de technologies pour suivre leur performance. GPS, moniteur de fréquence cardiaque, capteur de lactate. Tout ça, ouais. Toutes ces données sont analysées pour optimiser l'entraînement, détecter les signes de surmenage et personnaliser les temps de repos. C'est l'ère du big data, même dans le sport. Carrément. On analyse tout pour gagner chaque seconde. Exactement. Et puis, il y a des techniques d'entraînement plus spécifiques, Ouais. comme l'entraînement en altitude. Qui permet d'augmenter le nombre de globules rouges et d'améliorer la capacité à transporter l'oxygène. C'est fascinant de voir comment la science et la technologie ont transformé l'approche de l'entraînement. Mais il ne faut pas oublier l'aspect mental. Ah non. N'est-ce pas? La motivation, Tout à fait. la détermination, Exact. l'esprit de compétition. Tout ça joue aussi un rôle crucial. Tout à fait. Le talent et la préparation physique ne suffisent pas. Non. Il faut aussi avoir une force mentale. À toute épreuve pour repousser ses limites. C'est ça. Et atteindre le sommet. Et justement, parlons de compétition. Est-ce que le niveau général a augmenté ces dernières années? On dirait qu'il y a de plus en plus d'athlètes capables de réaliser des temps exceptionnels. Oui, la densité du talent est incroyable en ce moment. Ouais. Il y a une nouvelle génération de coureurs extrêmement talentueux et ambitieux qui poussent les limites du possible. C'est ça. Le niveau s'est considérablement élevé et ça crée une émulation incroyable. Le talent seul ne suffit plus. Il faut optimiser tous les aspects de sa préparation pour rester compétitif. C'est une période passionnante pour la course à pied. On dirait que chaque détail compte de la chaussure à la technologie d'entraînement en passant par la force mentale et la stratégie de course. Tout à fait. C'est comme si on était passé à un niveau supérieur dans ce sport. Exactement. Et il y a encore un élément important que nous n'avons pas abordé. Lequel? La nutrition et la supplémentation. Ah oui, la fameuse diète du coureur. Je me doute qu'on est loin des simples assiettes de pâtes d'antan. Ah oui, carrément. Raconte-moi, Toz. Aujourd'hui, la nutrition est devenue une véritable science pour les athlètes de haut niveau. On ne se contente plus de faire le plein de glucides la veille d'une course. Non. On calcule les apports énergétiques avec précision. On adapte l'alimentation en fonction de l'intensité de l'entraînement. On utilise des suppléments pour optimiser la performance. C'est incroyable. C'est comme si on avait des ingénieurs en nutrition maintenant. Oui, c'est une bonne image. On essaye d'optimiser chaque détail pour aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel. Et il y a des suppléments en particulier qui ont le vent en poupe ces derniers temps. Car ils permettent d'améliorer la performance de manière légale et efficace. Ah bon. De quels suppléments s'agit-il? J'avoue que je suis curieux d'en savoir plus. Par exemple, le bicarbonate de sodium, que l'on connaît aussi sous le nom de bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude. Sérieusement? Oui. Qu'est-ce que ça peut bien apporter à un coureur? Eh bien, figure-toi que le bicarbonate de soude aide à tamponner l'acide lactique, ce qui permet aux athlètes de maintenir une intensité élevée plus longtemps, sans ressentir de brûlure musculaire. D'accord. Avant, son utilisation était limitée par les problèmes digestifs qu'il pouvait causer. Mais de nouvelles méthodes d'administration ont permis de contourner cet obstacle. C'est étonnant. On n'imagine pas le bicarbonate de soude comme un produit dopant. Non. Et quels sont les autres suppléments miracles? Il y a aussi le jus de betterave rouge. Le jus de betterave. Oui. C'est assez inattendu. Ouais. Quel est son effet sur la performance? Les nitrates présents dans le jus de betterave sont convertis en monoxyde d'azote dans le corps, ce qui améliore la circulation sanguine et la livraison d'oxygène aux muscles. Donc le bicarbonate de soude pour lutter contre l'acide lactique. Et le jus de betterave pour booster l'oxygène. Exactement. Y a-t-il d'autres suppléments secrets utilisés par les coureurs? Bien sûr. Un stimulant bien connu est la caféine. Ah, la bonne vieille caféine. Ouais. Je suppose qu'elle est toujours aussi populaire auprès des athlètes.
Oui, elle est très utilisée pour améliorer l'endurance, augmenter la combustion des graisses et stimuler la fonction neuromusculaire. Son utilisation est très stratégique. Les athlètes calculent leur dosage de caféine avec précision et la consommant souvent sous forme de gel ou de boissons énergétiques, juste avant ou pendant l'effort. On parle même de microdosing pendant les marathons. Ah ouais. Pour maintenir un niveau d'énergie constant. C'est fascinant de voir comment la science de la nutrition a progressé. Mais dis-moi, y a-t-il des suppléments un peu plus exotiques? Oui. Des choses auxquelles on ne penserait pas forcément? Oui, il y a des substances qui sont encore en phase d'expérimentation, comme l'eau riche en hydrogène. De l'eau riche en hydrogène. Oui. À quoi c'est? C'est de l'eau. Oui. Qui est enrichie en hydrogène. Et à quoi est-ce que c'est censé servir, Zabe? La théorie, c'est qu'elle aide à réduire le stress oxydatif causé par l'exercice intense. D'accord. Elle aurait des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. C'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Les recherches sont encore en cours. D'accord. Mais quand on cherche à gagner chaque seconde, on est prêt à essayer toutes les options. Je comprends. Donc, en plus des suppléments classiques comme le bicarbonate de soude et la caféine, on voit apparaître des choses nouvelles, comme l'eau riche en hydrogène. Exactement. C'est une quête constante d'optimisation. Oui, et n'oublions pas les stratégies de périodisation des glucides, qui sont de plus en plus sophistiquées. Périodisation des glucides. C'est quoi ça? Peux-tu nous expliquer, Didosté? En gros, c'est une façon de gérer l'apport en glucides de manière très précise, en fonction de l'intensité de l'entraînement. D'accord. On calcule les réserves de glycogène des athlètes et on ajuste leur alimentation en conséquence. On utilise aussi des mélanges de glucose et de fructose pour maximiser l'absorption des glucides. Et on a des gels énergétiques nouvelle génération. Wow. On est loin des simples assiettes de pète d'antan. Ah oui, carrément. La nutrition est vraiment devenue une science à part entière. C'est clair. On optimise chaque détail de la préparation des athlètes, de la chaussure à l'assiette. Bon, on a déjà passé en revue beaucoup d'éléments. Les chaussures, la technologie, l'entraînement, la nutrition. C'est fascinant de voir comment tous ces facteurs contribuent à l'amélioration des performances. Ouais. On a l'impression que chaque détail compte. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est une combinaison de plusieurs éléments qui, mis bout à bout, permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Et du coup, ça nous amène à une question. Quel est l'avenir de la course à pied? Est-ce qu'on va continuer à voir des records tomber à ce risque? C'est difficile à dire. Ouais. Mais c'est certain que la technologie, la science, et l'innovation continuent de progresser. On peut s'attendre à des avancées encore plus spectaculaires dans les années à venir. C'est passionnant. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'atteindre un plateau? Un moment où l'on ne pourra plus aller plus vite? Le corps humain a quand même des limites, non? Oui, bien sûr, il y a des limites physiologiques. Ouais. Mais il est difficile de prédire où se situe la limite ultime. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer l'avenir de la course à pied. Lesquels? Comme l'évolution des mentalités. Des questions éthiques liées à la technologie. Oui, c'est vrai. On a parlé des super chaussures et de leur impact sur les records. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces chaussures créent une inégalité entre les coureurs? Ceux qui ont les moyens de s'offrir ces chaussures dernier cri auront forcément un avantage sur les autres. C'est une question légitime. Ouais. Ces chaussures ont un coût et elles ne sont pas accessibles à tous les coureurs. C'est ça. Cela peut créer une forme d'inégalité indéniable. Ouais. C'est un débat important qu'il faut avoir. Et que peut-on faire pour remédier à ce problème? Oui! Y a-t-il des solutions envisageables? Il y a plusieurs pistes de réflexion. On pourrait imaginer des aides financières pour les athlètes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces chaussures. On pourrait aussi envisager de réglementer l'utilisation de ces chaussures dans certaines compétitions. Oui, ce sont des idées intéressantes. Il faudrait trouver un moyen de garantir l'équité sportive. Et puis, il y a une autre question qui se pose. Oui. Est-ce que ces super chaussures ne risquent pas de dénaturer l'essence même de la course à pied? Est-ce qu'on ne va pas finir par assister à des courses de chaussures plutôt qu'à des courses d'hommes et de femmes? Ah oui, c'est une question fondamentale. Ouais. Où se situe la limite entre l'innovation technologique et le respect de la tradition? C'est ça. C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse facile. Mais il est important de réfléchir à ces questions et de trouver un équilibre entre la performance et l'éthique. Je suis d'accord. On ne peut pas ignorer l'impact de la technologie sur le sport.
Mais il faut veiller à ce que l'humain reste au centre de l'équation. Tout à fait. La course à pied, c'est avant tout une histoire de passion, de dépassement de soi, de confrontation avec ses propres limites. C'est ça. Il ne faudra pas que la technologie vienne dénaturer cet aspect essentiel. Exactement. Mais la technologie peut aussi avoir un impact positif. Oui. En permettant, par exemple, de mieux comprendre le corps humain et d'optimiser l'entraînement. Exactement. C'est une question d'équilibre. Oui, c'est ça. Trouver le bon équilibre entre la tradition et l'innovation, entre la performance et l'éthique. Bon, on a déjà bien avancé dans notre exploration des facteurs qui contribuent à ces records incroyables. On a parlé des chaussures, de la technologie, d'entraînement, de la nutrition et même des questions éthiques liées à l'innovation. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Absolument. Dans la suite de notre discussion, on va explorer d'autres aspects importants comme la récupération, l'influence des médias et bien plus encore terrestre. C'est parfait, Dor. J'ai hâte de poursuivre cette plongée dans le monde fascinant de la course à pied. Moi aussi. Et justement, en parlant d'optimisation, il y a un autre aspect crucial qu'on n'a pas encore abordé. Oui. La récupération. Ah oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé de l'entraînement, de la nutrition, de la technologie pour booster la performance. Mais la récupération est tout aussi importante pour atteindre le sommet. La récupération est souvent négligée. Oui. Alors qu'elle est essentielle pour tout athlète, quel que soit son niveau. Tout à fait. On ne peut pas s'entraîner à fond tout le temps. Non. Sans se donner le temps de récupérer et de reconstruire ses muscles. Exactement. Et aujourd'hui, la récupération est devenue une véritable science. Ouais. On ne se contente plus de dormir et de bien manger. Non. Il existe une multitude de techniques et de technologies de pointe pour aider les athlètes à récupérer plus rapidement et plus efficacement. C'est passionnant. Tu peux nous donner quelques exemples de ces techniques futuristes? J'imagine des trucs dignes de la science-fiction. Eh bien, on n'est pas encore au niveau de la téléportation, mais certaines techniques sont assez impressionnantes. Ouais. Par exemple, la cryothérapie est de plus en plus populaire auprès des athlètes de haut niveau. La cryothérapie, Attends, tu parles de ces cabines où l'on plonge les athlètes dans un froid glacial pendant quelques minutes. Oui, c'est ça. J'ai vu des photos, ça a l'air assez intense. L'idée, c'est de soumettre le corps à un froid extrême pendant une courte période pour réduire l'inflammation et accélérer la récupération musculaire. Et ça marche vraiment, on dirait une torture. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreuses études ont montré les bienfaits de la cryothérapie pour la récupération. Ah, ouais. Apparemment, le froid intense permet de réduire les douleurs musculaires, d'améliorer les circulations sanguines et de stimuler le système immunitaire. C'est incroyable. Le corps humain est vraiment capable de s'adapter à des conditions extrêmes. Et quelles sont les autres techniques de récupération utilisées par les athlètes? Il y a aussi les chambres hyperbares qui permettent aux athlètes de respirer de l'oxygène pur. À une pression supérieure à la pression atmosphérique normale. Des chambres hyperbares, c'est un peu comme pour les plongeurs. Exactement. À quoi ça sert pour les coureurs? Le principe est le même. En respirant de l'oxygène pur à haute pression, on permet au tissu de mieux s'oxygéner. D'accord. Ce qui accélère la cicatrisation et la récupération musculaire. C'est particulièrement utile pour les athlètes qui s'entraînent de manière intensive et qui sollicitent beaucoup leurs muscles. Donc on a la cryothérapie, les chambres hyperbares. Y a-t-il d'autres techniques de récupération aussi high-tech? Bien sûr, la technologie ne cesse de progresser dans ce domaine. Il y a la thérapie par infrarouge. Qui utilise des ondes lumineuses pour stimuler la circulation sanguine et la régénération cellulaire. On a aussi des technologies de pointe pour analyser la qualité du sommeil et identifier les facteurs qui peuvent perturber la récupération. Et puis, il ne faut pas oublier les méthodes plus traditionnelles comme les massages, les étirements, la nutrition. Oui, bien sûr. La récupération, c'est un ensemble de choses. On retrouve un peu cette idée du puzzle dont tu parlais tout à l'heure. Il faut assembler les différentes pièces pour obtenir une récupération optimale. Mais on dirait que la technologie joue un rôle de plus en plus important, même dans ce domaine. Absolument. La technologie nous permet de mieux comprendre les mécanismes de la récupération et de développer des outils de plus en plus performants. Et ça ne s'arrête pas là. On voit apparaître de nouvelles techniques chaque année, toujours plus innovantes et plus efficaces. C'est une véritable course à l'armement pour aider les athlètes à récupérer plus vite et à repousser leurs limites. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression que la course à pied est en train de devenir une discipline hyper scientifique où chaque détail est analysé et optimisé. C'est vrai, et c'est en partie ce qui explique les progrès incroyables que l'on observe ces dernières années. Mais attention, il ne faut pas oublier que la technologie n'est qu'un outil. Oui. C'est l'athlète qui est au centre de tout. Ouais. Sa détermination, sa passion, sa capacité à se dépasser.
C'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord. La technologie peut aider, mais elle ne peut pas remplacer le talent, le travail et la persévérance. Oui. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton et devenir un champion. Exactement. La course à pied, c'est avant tout une aventure humaine, une quête de soi, une confrontation avec ses limites, une histoire d'effort et de dépassement. Et c'est ça qui la rend si fascinante. Et justement, en parlant d'aspect humain, on a beaucoup parlé des facteurs qui contribuent à la performance des athlètes. Mais on n'a pas encore abordé la question de l'équité. On a évoqué les super chaussures et leur impact sur les records. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces chaussures créent une inégalité entre les coureurs? C'est une question très pertinente et c'est un débat qui divise le monde de la course à pied. Certains estiment que ces chaussures donnent un avantage déloyal aux athlètes qui ont les moyens de se les offrir. Oui, c'est vrai. Ces chaussures ont un coût et elles ne sont pas accessibles à tous les coureurs. C'est ça. Cela peut créer une forme d'inégalité. C'est indéniable. Et du coup, que peut-on faire pour remédier à ce problème? Y a-t-il des solutions envisageables? Il y a plusieurs pistes de réflexion. On pourrait imaginer des aides financières pour les athlètes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces chaussures. On pourrait aussi envisager de réglementer l'utilisation de ces chaussures dans certaines compétitions, par exemple en imposant un modèle standard pour tous les participants. Oui, ce sont des idées intéressantes. Il faudrait trouver un moyen de garantir l'équité sportive, tout en permettant à la technologie de continuer à progresser. C'est un équilibre délicat à trouver. Exactement. Et puis il y a une autre question qui se pose et qui peut être encore plus fondamentale. Laquelle est bonne? Est-ce que ces super chaussures ne risquent pas de dénaturer l'essence même de la course à pied? Est-ce qu'on ne va pas finir par assister à des courses de chaussures plutôt qu'à des courses d'hommes et de femmes? Ah oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Où se situe la limite entre l'innovation technologique et le respect de la tradition? C'est un débat complexe et il n'y a pas de réponse facile. C'est vrai. D'un côté, on veut encourager l'innovation et permettre aux athlètes d'aller toujours plus loin. Mais de l'autre, on ne veut pas que la technologie prenne le pas sur l'humain, sur l'effort, sur le dépassement de soi. Il faut trouver un juste milieu. Je suis d'accord. On ne peut pas ignorer l'impact de la technologie sur le sport, mais il faut veiller à ce que l'humain reste au centre de l'équation. La course à pied, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui se dépassent, qui repoussent leurs limites, qui vivent leur passion. Tout à fait. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Même si la technologie continue d'évoluer à un rythme effréné, il ne faudrait pas que la technologie finisse par dénaturer ce sport magnifique. Exactement. On a parlé de l'impact des super chaussures sur l'équité sportive. Mais il y a aussi la question de l'impact environnemental de ces chaussures. On sait que la fabrication de ces chaussures high-tech est assez polluante. Est-ce que les marques font des efforts pour rendre le produit plus durable, Asté? Oui, c'est un sujet de plus en plus important. Et certaines marques commencent à prendre conscience de ces enjeux. Elles cherchent à développer des chaussures plus éco-responsables en utilisant des matériaux recyclés, en réduisant leur empreinte carbone, en proposant des programmes de recyclage. C'est encourageant. Il faut que la performance et l'innovation aillent de pair avec le respect de l'environnement. On ne peut pas continuer à produire et à consommer de manière irresponsable. Je suis d'accord. C'est un défi majeur pour l'industrie du sport en général. Il faut trouver des solutions pour concilier la performance, l'éthique et la durabilité. Absolument. On ne peut pas sacrifier l'avenir de la planète sur l'autel de la performance sportive. C'est clair. Et en parlant de l'avenir, est-ce qu'on pourrait revenir sur la question des records? On a vu qu'ils tombent de plus en plus souvent ces dernières années. Est-ce que cette tendance va se poursuivre? Est-ce qu'on va atteindre un jour les limites physiologiques du corps humain? Ah oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut continuer à repousser les limites indéfiniment ou est-ce qu'on va finir par atteindre un plateau, un plafond de verre? C'est difficile à dire. Mais on peut imaginer que la technologie et la science et l'innovation vont continuer à jouer un rôle majeur dans l'évolution de la performance sportive. On peut s'attendre à de nouvelles découvertes, de nouvelles techniques d'entraînement, de nouveaux matériaux encore plus performants. Mais c'est vrai. On a déjà vu des avancées extraordinaires ces dernières années et il n'y a aucune raison de penser que ça va s'arrêter là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que la technologie finisse par dénaturer l'essence même du sport? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des athlètes robotisés dopés aux technologies? C'est une question légitime. Il faut rester vigilant et veiller à ce que la technologie reste un outil au service de l'athlète et non l'inverse. Le sport doit rester une aventure humaine, une histoire de dépassement de soi, de courage, de détermination. Je suis d'accord. Il faut trouver un juste équilibre entre l'innovation et le respect de l'esprit sportif. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que la performance n'est pas tout. Le sport, c'est aussi une école de la vie, un lieu de partage, de convivialité, de respect de l'adversaire. Absolument. Le sport a des valeurs universelles qui transcendent la performance pure. C'est clair. Et c'est important de le rappeler, surtout dans un monde où la compétition est omniprésente. On a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui.
On a parlé de technologie, de sciences d'éthique, d'environnement. C'est vraiment fascinant de voir comment la course à pied est à la croisée de toutes ces questions. Oui, c'est une discipline qui reflète bien les enjeux de notre époque. Et du coup, ça nous ramène à notre question initiale. Quel est l'avenir de la course à pied? On a l'impression qu'on est à un moment charnière où la technologie et l'innovation ouvrent des perspectives incroyables, mais où il faut aussi veiller à préserver l'essence même de ce sport. C'est un sacré défi. C'est exactement ça. Il va falloir trouver un équilibre entre la performance éthique et la durabilité. Et puis, il y a aussi la question de l'influence des médias et des réseaux sociaux qui jouent un rôle de plus en plus important dans le monde du sport. Ouais, c'est vrai. On n'a pas encore parlé de ça. Les médias et les réseaux sociaux ont un impact énorme sur la manière dont on perçoit le sport, sur les valeurs qu'on associe au sport, sur la pression que subissent les athlètes. Exactement. Et ça mérite qu'on s'y attarde un peu. On va explorer cet aspect plus en détail dans la suite de notre discussion. Super. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, pour en revenir à cette influence des médias et des réseaux sociaux, on peut dire qu'elle est omniprésente dans le sport aujourd'hui. Impossible de les ignorer. Oui, c'est vrai. On est bombardé d'images, d'articles, de commentaires sur les athlètes, les compétitions, les records. C'est difficile d'y échapper. Exactement. La couverture médiatique des événements sportifs est de plus en plus importante et les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène. On a accès à une quantité d'informations incroyables en temps réel et ça a forcément un impact sur la manière dont on vit le sport. Oui, c'est clair. Mais est-ce que cet impact est positif ou négatif? C'est un peu une épée à double tranchant. C'est vrai, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Commençons par les aspects positifs. Les médias et les réseaux sociaux peuvent contribuer à populariser la course à pied, à la rendre plus accessible, à toucher un public plus large. Oui, c'est vrai. On voit de plus en plus de gens s'intéresser à la course à pied grâce aux reportages, aux documentaires, aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être une source d'inspiration, de motivation pour se lancer, pour se dépasser. Exactement. Et puis, les médias peuvent aussi jouer un rôle important dans la promotion de valeurs positives comme le respect, l'esprit sportif, la persévérance. On voit de plus en plus d'athlètes s'engager dans des causes sociales environnementales. Ils utilisent leur notoriété pour faire passer des messages importants. Oui, c'est vrai. On a l'exemple de coureurs qui s'engagent pour la protection de l'environnement, qui luttent contre les discriminations, qui soutiennent des associations caritatives. C'est vraiment inspirant de voir que le sport peut être un vecteur de changement positif. Absolument. Et puis, il y a aussi un aspect plus pratique. Les médias et les réseaux sociaux permettent de créer une communauté autour de la course à pied, de partager des conseils, des expériences, de se motiver les uns les autres. Oui, c'est vrai. Il y a des forums, des groupes sur les réseaux sociaux, des applications qui permettent de partager ses performances, de suivre ses amis. C'est une manière de se connecter avec d'autres passionnés et de se sentir moins seul dans sa pratique. Exactement. Donc, comme tu le vois, les médias et les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif sur la course à pied. Mais il y a aussi des aspects négatifs. Il ne faut pas les ignorer. Ah oui, parlons-en de ces aspects négatifs. Qu'est-ce qui préoccupe le plus? Ce qui me préoccupe, c'est la pression que peuvent ressentir les athlètes à cause de cette exposition médiatique constante. Ils sont constamment sous les projecteurs observés, jugés. Ça peut être très difficile à gérer, surtout pour les jeunes athlètes. Oui, je comprends. Imagine la pression que doit ressentir un coureur comme Jakob Ingebrigtsen, qui est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il est attendu au tournant à chaque compétition. Chaque course est un événement médiatique. Ça doit être difficile de rester concentré sur son objectif, de ne pas se laisser submerger par la pression. Exactement. Et puis, il y a le risque de voir certains athlètes privilégier la recherche de la performance à tout prix au détriment de leur santé ou de l'éthique sportive. Quand on est constamment exposé aux médias, on peut être tenté de prendre des raccourcis pour obtenir des résultats plus rapidement, même si ces raccourcis sont dangereux ou interdits. Oui, c'est vrai. On a malheureusement vu des cas de dopage, de tricherie de comportements antisportifs. C'est le revers de la médaille. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les athlètes au danger de cette pression médiatique, de les accompagner, de les aider à gérer cette exposition. Oui, c'est essentiel. Il faut leur rappeler que la performance n'est pas tout. Qu'il y a des choses plus importantes que la victoire à tout prix, comme le respect de soi, le respect des autres, l'intégrité. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que les médias ne montrent qu'une partie de la réalité. Ils se focalisent sur les performances, les records, les scandales, mais ils oublient souvent de montrer tout le travail, les sacrifices, les doutes, les difficultés que traversent les athlètes au quotidien. C'est vrai. Il faut avoir un regard critique sur ce que montrent les médias, ne pas se laisser aveugler par les paillettes et les projecteurs. La course à pied, c'est avant tout une aventure humaine, avec ses hauts et ses bas, ses moments de gloire et ses moments de déception. Exactement. Et c'est important de rappeler, pour que les jeunes générations ne se fassent pas une fausse idée de ce que représente le sport de haut niveau. Bon, on a bien décortiqué l'influence des médias et des réseaux sociaux sur la course à pied. On a vu qu'il y avait des aspects positifs, comme la popularisation du sport,
la promotion de valeurs positives, la création d'une communauté. Mais on a aussi vu qu'il y avait des risques comme la pression excessive sur les athlètes, la tentation de la tricherie, la déformation de la réalité. C'est un sujet complexe, avec des enjeux importants. Il faut rester vigilant et surtout, il faut encourager un dialogue ouvert et honnête sur ces questions. Je suis d'accord. Il faut que les athlètes, les entraîneurs, les médias, les fans, que tout le monde puisse s'exprimer librement et partager ses points de vue sur l'évolution du sport. Exactement. C'est comme ça qu'on pourra construire un avenir positif pour la course à pied, un avenir où la performance et l'éthique ne seront pas incompatibles. C'est une belle conclusion. On a fait un sacré tour d'horizon de la course à pied aujourd'hui. On a parlé des records, des technologies, de l'entraînement, de la nutrition, de la récupération, de l'éthique, des médias. On a vraiment plongé dans les profondeurs de ce sport fascinant. Oui, c'était une discussion passionnante. Et j'espère qu'on a réussi à te donner un aperçu de la complexité de la course à pied, de tous les facteurs qui entrent en jeu pour créer ces performances incroyables. Moi aussi. Ah. Et surtout, j'espère qu'on t'a donné envie d'en savoir plus, de te poser des questions, de te forger ta propre opinion sur l'évolution de ce sport. Exactement. L'important, c'est de rester curieux, de continuer à explorer, à apprendre à se remettre en question. C'est ça l'esprit Deep Dive. Sur ce, on te remercie de nous avoir accompagnés dans cette plongée et on te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.